Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Yamina Benahi, fondatrice et directrice de la rédaction du magazine Geste et directrice de la rédaction du tout nouveau magazine international de savoir-faire. Alors, on est réunis aujourd'hui pour parler du rayonnement des savoir-faire français dans le monde. Petite introduction. Alors, les métiers d'art, on peut observer ces dernières années un véritable regain d'intérêt pour les métiers d'art et les savoir-faire d'excellence. Il n'en demeure pas moins que ce domaine reste assez fragile, quoi qu'il irrigue les grands secteurs d'activité que sont le bâtiment, les arts, les spectacles, l'industrie manufacturière. Et à ce propos, une récente enquête menée par l'Institut pour les savoir-faire français avec le soutien de la Fondation Bettencourt-Schuller en partenariat avec le ministère de la Culture, le comité Colbert et Terre et Fils a fait état des données suivantes qui sont assez significatives. Le secteur représente 500 000 actifs en France, dont 280 000 sont salariés, ce qui donne quand même une place très importante aux entreprises unipersonnelles. Donc 234 000 entreprises qui totalisent un chiffre d'affaires annuel de 68 milliards d'euros, dont 9 milliards à l'export. Alors, ce chiffre d'affaires à l'export, justement, il peut sembler relativement frêle au regard du potentiel que représentent ces métiers d'art et ces savoir-faire d'excellence. La grande majorité de ces actifs sont donc constitués de structures unipersonnelles qui, pour perdurer, ont besoin de commandes. Et bien évidemment, sans surprise, les entreprises de grande taille sont bien évidemment bien mieux armées pour l'export avec des moyens logistiques et commerciaux bien rodés. Alors, aujourd'hui, on va examiner les leviers d'action et dispositifs de soutien qui permettent aux détenteurs de ces savoir-faire d'exception non seulement de faire connaître leur travail à l'étranger, mais également de puiser à l'international des outils destinés à construire un réseau local et, suivant les destinations, on peut penser notamment au Japon, d'envisager des collaborations avec des artisans locaux auprès desquels ils pourront non seulement apprendre, mais donc apprendre ce qui signifie faire évoluer leurs pratiques, les matériaux également, mais également transmettre. Alors, pour en débattre aujourd'hui, 3 représentants et acteurs de ces savoir-faire d'excellence. De gauche à droite, Hervé Lemoine, président de l'établissement public Manufacture nationale Sèvres et Mobilier national. Edwige Grenier, bonjour, directrice du mécénat culturel de la Fondation Bettencourt-Schuller. Bonjour. Et Steven Leprisé, ébéniste, fondateur de l'entreprise Arca, lauréat 2017 Talent d'exception du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Bonjour. Alors, Hervé Lemoine, il y a quelques jours, mercredi pour être tout à fait précise, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a lancé officiellement au ministère de la Culture le nouveau pôle public qui est unique au monde, qui rassemble donc le Mobilier national et Sèvres, qui constitue 8 sites en France, 53 métiers exercés au sein des manufactures, ateliers. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord rappeler brièvement les points clés de la stratégie nationale de soutien aux métiers d'art, puis les paramètres de rayonnement que vous avez mis au point au plan international? Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, la création de ce nouvel établissement public, qui est en fait la réunion de deux grandes et très anciennes maisons, que sont le Mobilier national d'une part, et déjà ses manufactures et ateliers, et puis Sèvres d'autre part. Donc la création de cet établissement s'inscrit totalement, effectivement, dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie nationale en faveur des métiers d'art qui avait été, vous en souvenez, annoncée par, à l'époque, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, et puis Olivia Grégoire pour le ministère de l'économie. Ce qui était évidemment intéressant, c'est que d'ailleurs le ministère de l'économie était partenaire de cette nouvelle stratégie. Alors cette stratégie, il y a plusieurs axes. Il y avait un premier axe très important qui est celui de la formation au métier d'art. Et je sais que c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Il y avait aussi d'ailleurs le fait de faire mieux connaître ces métiers d'art, parce qu'on sait très bien que les jeunes ne vont jamais aller dans les écoles de formation que s'ils connaissent les métiers. Donc il y a un enjeu aussi de connaissance de ces métiers. Donc ça, c'est un point très important de la stratégie nationale. Un autre point très important, c'est évidemment de développer la recherche
recherche et notamment de favoriser des pratiques éco-responsables dans ce domaine des métiers d'art, parce qu'on sait que la réglementation européenne évolue très rapidement et que de plus en plus de matériaux, solvants, pigments, mordants, enfin, bref, beaucoup de choses utilisées dans le cadre de l'exercice de ces métiers risquent un jour de tomber sous le couperet de la réglementation, d'ailleurs, qui se justifie au regard de l'éco-responsabilité. Mais donc, à nous de développer aussi des recherches pour trouver des réponses à ces problèmes. Il y avait la question aussi de soutenir un écosystème, vous l'avez dit, Yamina, qui est à la fois riche mais fragile. Fragile parce que ce sont des toutes petites entités qui sont partout sur le territoire. Et donc, il faut essayer de trouver, peut-être par le biais d'ailleurs de grandes commandes publiques extrêmement médiatisées, la façon de valoriser, de mettre à l'honneur ces métiers exercés par, vous l'avez rappelé, par des dizaines de milliers de toutes petits ateliers ou entreprises. Et puis, il y a évidemment tout ce qui concerne l'action internationale et le rayonnement à l'international de ces métiers, sachant que nous, on tient toujours à rappeler que sans ces savoir-faire, nos créateurs, qui sont absolument formidables, seraient bien embarrassés pour donner, je dirais, une réalité à leur projet. Et donc, il faut toujours se dire que la richesse des métiers d'art et des savoir-faire permet aussi la création et le rayonnement à l'international de la France dans ce domaine spécifique qui est à la fois culturel et économique. Voilà. Et pour répondre en partie à ces grands desseins, en tout cas à ces grandes priorités que le gouvernement avait décidé de porter dans le cadre de cette stratégie nationale, c'est vrai que la réunion de nos établissements pour créer une espèce de géant national, en tout cas en termes publics, j'entends, paraissait d'une évidence, ou en tout cas une vraie nécessité, puisque évidemment dans notre feuille de route, nous allons reprendre tout un certain nombre de ces actions, et notamment effectivement aussi le rayonnement, la question du rayonnement à l'international, sachant qu'on a évidemment ensemble avec Sèvres une force de frappe entre guillemets qui est supérieure. Alors un pôle public, pourquoi un pôle public? Parce qu'il existe, on le sait tous, des pôles privés qui font d'ailleurs un travail tout à fait intéressant dans le domaine des métiers d'art, le 19M de Chanel, les métiers d'excellence de LVMH, Hermès aussi qui a développé beaucoup de programmes de recherche grâce à sa fondation. Je ne parle même pas de la fondation Bettencourt-Schuller qui a été en réalité pionnière, il faut le rappeler quand même, dans ce secteur de reconnaissance et de défense des métiers d'art. C'est vraiment la fondation Bettencourt-Schuller qui a la première portée, je dirais, des actions de mécénat qui ont permis de donner une nouvelle visibilité à ces métiers. Mais il nous a semblé qu'il était important qu'il y ait aussi un pôle public qui puisse permettre de porter de façon peut-être singulière certaines actions qui servent et en tout cas, pourront permettre de concourir à l'intérêt général, et notamment la question de la recherche et du partage des résultats de la recherche, par exemple, nous paraît être un enjeu important, comme celui de la formation. Et c'est d'ailleurs un des grands projets que nous allons porter, c'est la création d'un centre de formation des apprentis pour les métiers orphelins de formation. Et l'étude que vous citiez a bien révélé et confirmé que sur les 281 métiers d'art répertoriés officiellement, il n'y en avait plus qu'une centaine qui bénéficiaient d'une formation initiale gratuite. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Donc voilà, typiquement, donc nous allons nous attacher à essayer de répondre en tout cas à ce type d'objectif. Et puis l'action internationale, évidemment aussi, fera partie de notre feuille de route, je dirais. Alors, est-ce que vous voulez rappeler, peut-être Hervé, justement, les outils que vous avez mis en place, qui vont être développés dans le cadre de cette stratégie internationale? On peut peut-être évoquer notamment la revue de savoir-faire qui me tient particulièrement à cœur, vous pouvez l'imaginer, mais également la circulation de vos expositions à l'étranger, votre participation à des salons et à des foires internationales qui ont une très très forte visibilité.
Ben absolument. Alors, la revue, The Savoir-faire, évidemment, remarquable revue, dont la rédactrice en chef est à ma droite. Donc, je le dis avec prudence, mais avec sincérité, parce que je crois que c'est une revue exceptionnelle et c'est la première de son genre aussi. Il n'y avait pas de grande revue entièrement en langue anglaise, qui est une langue véhiculaire maintenant, on le sait bien. Il n'y avait pas de grande revue parlant vraiment de cette relation particulière qui existe justement entre les métiers d'art, les métiers de savoir-faire et la création. Et ce qui est intéressant dans cette revue, la ligne éditoriale que vous lui avez donnée, c'est que ça permet justement vraiment d'insister toujours sur ce lien entre les savoir-faire et la création. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment le fil rouge, je dirais, qui donne tout le sens de cette revue. Donc on y est très attaché. Pour nous, ça sera un formidable vecteur, effectivement, de communication à l'international. Et comme vous le savez, nous allons saisir toutes les occasions qui se présentent dans le cadre de la circulation de nos expositions ou d'événements à l'international, dont certains avec la Fondation Bettencourt-Schuller d'ailleurs, pour présenter cette revue, en faire la promotion et que les prescripteurs, qui sont souvent les décorateurs, les architectes d'intérieur à l'étranger, puissent avoir connaissance de cette revue. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, on est très heureux de cela, c'est une première et on va maintenant tous s'engager dans une opération de promotion et de diffusion de cette très belle revue. Il y a aussi, donc, vous l'avez dit, la circulation de nos expositions, ce qui est aussi une première, on ne le faisait jamais avant au Mobilier National. En ce moment même, nous avons 3 expositions à l'étranger. Nous avons une exposition, enfin 2 expositions aux États-Unis, une sur les tapisseries au Clark Institute, une sur la porcelaine, la céramique, donc Sèvres, au Bard à New York, et une 3e exposition à Shanghai qui s'appelle Paris Chic, Shanghai Moderne. Le point commun de ces 3 expositions, c'est que chaque fois, on parle là aussi de métier et de savoir-faire. C'est la maîtrise de la matière qui permet effectivement de faire de la céramique ou de la porcelaine. C'est la maîtrise de la matière qui permet de faire effectivement des tapisseries ou des tapis de la savonnerie. Et c'est donc tous ces savoir-faire associés, combinés les uns avec les autres, qui nous a permis de faire cette exposition sur le chic, c'est-à-dire les arts décoratifs français. Donc c'est un très beau vecteur, je crois, de communication. Et puis je l'évoquais avec la Fondation Bettencourt-Schuller, et grâce à elle, à la Fondation, on a développé aussi des résidences croisées, des résidences d'inspiration. Alors, de designers ou de créateurs étrangers qui viennent en France et qui vont venir maintenant dans toutes nos manufactures, mais pas que, qu'on emmène aussi dans des ateliers privés. Donc, d'ailleurs, je comptais entreprendre Steven pour lui demander d'ailleurs d'accueillir peut-être certains de nos résidents. Mais je crois que c'est important qu'ils voient aussi la réalité de ce que représente l'activité d'un atelier en France. Donc, grâce à la Fondation, une nouvelle fois, on peut faire ces résidences d'inspiration et envoyer aussi des jeunes créateurs, des jeunes artisans français à l'étranger, comme on l'a fait à plusieurs reprises aux États-Unis. Et je crois que ces échanges sont très intéressants parce qu'ils permettent là aussi à ce que des gens qui généralement, et c'est une des difficultés d'ailleurs, sont tellement pris par l'activité de leurs ateliers qu'ils ont du mal à les quitter, pour être très clair, hein, parce que partir 15 jours, 3 semaines pour faire une résidence d'inspiration au Japon, aux États-Unis, c'est 15 jours, 3 semaines où on n'est pas dans son atelier, donc on sait que c'est une difficulté, mais en même temps, ça leur permet de rencontrer évidemment d'autres professionnels et des éventuels prescripteurs qui après seront, on l'espère, leurs clients. Tout à fait. Alors justement, ces capillarités entre artisans internationaux, français, indiens, japonais, etc., c'est un petit peu le sel du sujet, c'est-à-dire que partager des expériences sur des matériaux, sur des savoir-faire, c'est également l'un des axes qui est développé par la Fondation Bettencourt-Schuller. Donc Edwige, effectivement, comme l'a rappelé Hervé Lemoine, Fondation Bettencourt-Schuller, totalement précurseur, puisque fondé en 1999, avec un prix, donc le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, qui est devenu une référence internationale. Vous avez, je crois, désormais plus de 120 lauréats. 131, 131, exactement. Voilà. Alors, vous avez vraiment une présence extrêmement forte, bien évidemment en France, mais vous avez relativement tôt
tisser des liens avec l'étranger. Est-ce que vous pouvez rappeler justement ces points d'accroche, notamment avec la Villa Kujuyama, qui a été l'une des premières en 2014, puis la Villa Albertine et plus récemment la Villa Médicis? Effectivement, donc l'ouverture des métiers d'art et la promotion des métiers d'art à l'étranger, c'est un sujet sur lequel la Fondation s'est penchée en 2013 pour un soutien à la Villa Kujuyama. Donc, nous sommes rendus au Japon en 2013 et nous avons démarré un soutien auprès de la Villa Kujuyama en 2014, soutien qui perdure donc pour l'instant jusqu'en 2026. Donc c'était un premier pas pour la Fondation dans la promotion des métiers d'art à l'international. Et l'objet, c'était de permettre l'accès à des résidences pour des artisans d'art dans une résidence française à l'étranger. Et c'était la première fois que des artisans d'art pouvaient se rendre en résidence à l'étranger au même titre que les autres pratiques artistiques. Donc c'est une première étape qui a été extrêmement importante pour la Fondation et je pense pour l'artisanat d'art. Donc aujourd'hui, un artisan d'art peut candidater pour une résidence entre 2 et 6 mois à la Villa Kujuyama, donc cette résidence qui appartient à la France et qui est située à Kyoto. J'en profite pour faire une petite annonce puisque l'appel à candidature va ouvrir le 21 janvier pour des résidences en 2026. Ça, c'est une première étape. Et par la suite, nous avons travaillé avec la Villa Albertine. Nous avons contribué à l'émergence de cette résidence aux États-Unis en soutenant les résidences métiers d'art et design dans 10 villes des États-Unis. Là aussi, c'est un engagement de longue durée que nous avons auprès de la Villa Albertine pour permettre des résidences pour des artisans d'art et des designers. Et enfin, en 2022, nous sommes engagés auprès de la Villa Médicis, plus connue évidemment, pour permettre également l'introduction des métiers d'art dans cette résidence, mais aussi pour tout un programme appelé Réenchantement. Et là, nous sommes en lien avec le Mobilier National. Et là, sous la forme d'un concours, nous avons travaillé avec le directeur de la Villa Médicis pour permettre à des artisans d'art et des designers et décorateurs de candidater au réaménagement de 9 chambres qui existent au sein de la Villa Médicis, que vous pouvez louer pour y séjourner. Et l'objet, c'est donc de réaménager ces chambres et de faire travailler ensemble des artisans d'art, designers et décorateurs français ou étrangers dans le réaménagement de ces chambres. Et le résultat du réaménagement verra le jour au mois de juin en 2025. Pour revenir sur ces 3 résidences, ce qui est très important, c'est qu'elles ont donc, comme vous l'avez compris, chacune leur spécificité, mais elles répondent à 2 grands enjeux dans le domaine du rayonnement à l'international pour les métiers d'art. C'est les artisans d'art ont besoin d'aller vers l'international, soit pour découvrir, comme l'a dit Hervé, ou rencontrer des prescripteurs et donc s'ouvrir à des nouveaux marchés, soit pour un dialogue avec des artisans d'art locaux, donc plutôt des résidences de recherche et d'inspiration artistique. Et cet axe de rayonnement à l'international est très important pour l'engagement de la Fondation. Et de plus en plus, il faut savoir quand même que 80% des artisans d'art vendent à l'international, réalisent leur chiffre d'affaires à l'international. Et par exemple, aux États-Unis, Steven en parlera mieux que moi, l'année dernière, c'était 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour les métiers d'art à l'international. Donc c'est vraiment extrêmement important de les accompagner dans cette voie. Alors, ce qu'on peut également noter, Edwige, c'est que la Fondation ne se contente pas, entre guillemets, ce qui est déjà beaucoup, d'attribuer une dotation financière. Il y a un réel accompagnement avant, pendant et après.
Et c'est vrai qu'après avoir obtenu un prix donc qui va donner ensuite l'ouverture vers des résidences dont la durée varie à l'international, la mise en réseau notamment et un certain nombre d'autres dispositifs permettent à ces artisans d'art que vous mettez en place, donc à la Fondation, permettent à ces artisans d'art de ne pas être, entre guillemets, lâchés dans la nature, parce que ça peut être aussi une difficulté pour certains. Est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu les dispositifs que vous avez mis en place dans cet esprit à la Fondation ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, la marque de fabrique, si je puis dire, de la Fondation, c'est l'accompagnement dans la durée. Vous l'avez compris, comme je l'ai dit, par exemple, pour les villas. Et donc, c'est la même chose que nous avons mis en place avec le prix pour l'intelligence de la main. Et dans ce cadre-là, quand un artisan d'art est lauréat, comme Steven, nous les accompagnons sur plusieurs durées pour des projets de développement, sur une longue durée, pardon, pour des projets de développement, donc ce qu'on appelle l'accompagnement. Et puis évidemment, comme ça fait 25 ans que nous sommes engagés dans le secteur, maintenant nous avons tout un réseau, nous avons aussi une connaissance des enjeux du secteur et de plus en plus on essaye de mettre en lien le prix, les engagements qu'on peut avoir. Et par exemple, dans le cadre de nos soutiens aux villas, avec Médicis et Kujuyama, nous avons aussi mis en place des résidences dédiées uniquement aux lauréats du prix pour l'intelligence de la main. Donc on essaye vraiment d'accompagner au mieux ces artisans d'art, parce que c'est la dimension entrepreneuriale de l'artisanat d'art que l'on veut encourager et accompagner. Et puis on part du principe que si nous avons récompensé des bons, autant les accompagner encore plus et leur donner davantage d'ailes. Alors, dernier point avant de donner la parole à Steven Leprisé. Alors, cette question est pour vous deux, sans doute, Hervé Lemoine et Edwige Grenier. Les débouchés, donc finalement, le terrain d'action le plus favorable pour les métiers d'art français semble être les États-Unis, enfin l'Amérique avec les États-Unis principalement, mais aussi l'Amérique du Sud, avec des pays très forts en termes de collectionneurs, etc. Quelle est justement l'évolution que vous avez pu observer sur les 5 à 10 dernières années relatif à l'entrée sur ce marché qui est par définition très complexe à pénétrer au regard des retours que vous avez eus des lauréats ou globalement? Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, la dimension business, c'est vraiment plus les États-Unis. Je suis moins experte sur le sujet, mais Hervé le dira sans doute mieux que moi. Je sais qu'il y a en développement l'Inde et le Moyen-Orient. Pour moi, c'est les 3 grands marchés business. Et sur l'Asie, évidemment, c'est du business, mais il y a aussi vraiment la valeur du dialogue et de l'inspiration. Donc, en premier lieu, les États-Unis, et le projet de la Villa Albertine a vraiment été conçu pour ça. C'est vraiment un accès marché. Et donc, quand tu parlais tout à l'heure de l'accompagnement, ça c'est aussi une chose qu'on a mis en place au départ à la Villa Kujuyama, mais maintenant qu'on est en train de mettre en place à la Villa Albertine, c'est d'accompagner les résidents après. C'est-à-dire que ces artisans d'art ont été en résidence soit pour s'inspirer, soit pour rencontrer des prescripteurs, mais il y a encore un après. Et là, on est aussi présent pour rendre encore plus efficace et efficient ces résidences. Et dans le cadre de ta question d'accès au marché et donc de la Villa Albertine, on voit bien que quand Steven s'est rendu aux États-Unis, il a rencontré des gens et après, il faut y retourner, il faut développer. Et voilà, donc c'est ces résidences, ces accès au marché, ces échanges permettent des premiers pas et après, il faut continuer à être présent à leur côté. Hervé, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots justement sur ces nouveaux marchés émergents qui sont extrêmement prometteurs, sur lesquels d'ailleurs vous avez commencé à investiguer, si j'ose dire, via votre présence dans des foires, dans des salons, donc l'Inde, le Moyen-Orient?
Absolument, et d'ailleurs l'Inde, et on va accueillir, parce que la réciprocité c'est toujours important, c'est une bonne façon aussi de se faire accepter entre guillemets sur des marchés extérieurs, c'est de montrer que nous-mêmes nous sommes assez ouverts. Donc on va organiser au Mobilier National un salon des savoir-faire indiens au mois de novembre prochain au Mobilier National, vous voyez, pour montrer cette ouverture que nous avons nous aussi. Donc on entend qu'en retour la même ouverture se fasse. Pour aller dans le sens de ce que disait Edwige, et ça vaut pour les marchés émergents, si j'ose dire, comme pour les États-Unis, la difficulté, une nouvelle fois, souvent, tient à la structuration même de ces métiers d'art. C'est-à-dire au fait que ce sont une nouvelle fois des toutes petites unités, des petits ateliers, et qui ne sont pas armés, je dirais, forcément, pour pouvoir partir comme il le faut, 3-4 fois par an, pendant un certain temps, aux États-Unis, bon, en Inde aussi, voilà, mais au Moyen-Orient, pour rencontrer, comme on dit, des prescripteurs. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de développer ce qu'on appelle des espèces de cohortes. Alors on fait ça aussi avec l'Institut français, pour emmener ce qu'on a fait par exemple l'année dernière, emmener 7-8 jeunes qui sont très prometteurs, très talentueux de notre point de vue, qui ont des vrais savoir-faire qui pourraient être utilisés par, je dirais, des décorateurs ou des créateurs aux États-Unis, et on leur fait rencontrer des gens qui sont déjà un peu implantés là-bas, voilà, qui travaillent déjà aux États-Unis. Il y a un petit groupement d'entreprises françaises de savoir-faire qui s'appelle Par Excellence, par exemple, qu'on leur a fait rencontrer. On leur a fait rencontrer aussi Isabelle Duberne, qui s'occupe d'Invisible Collection, comme vous le savez. Pareil, pour leur dire, voilà, c'est pas un one shot. Si vous voulez construire une relation de travail avec, par exemple, des Américains, mais comme au Moyen-Orient, ça veut dire beaucoup de disponibilité, ça veut dire avoir les bons contacts, et donc il faut. Soit, si vous êtes trop petit, il faut vous mettre à plusieurs. C'est ce qu'a fait Par Excellence, en fait, hein, en réalité. Et ça peut marcher. Mais surtout, n'y allez pas, entre guillemets, la fleur à fusil en disant que seul votre savoir-faire permettra de vous ouvrir toutes les portes. Il y a vraiment une stratégie de développement à l'international qui doit être construite, pensée et qui nécessite des investissements et des moyens. Et c'est vrai que je pense que vraiment, là, d'y aller groupé, ce qu'ont fait nos amis italiens depuis des décennies, ça me paraît être la meilleure des stratégies. Donc nous, on essaye de les encourager à cela. Et puis, comme le disait Edwige, puisqu'on était évidemment partenaire pour, par exemple, la Villa Albertine, hein, dans le cadre de la réinstallation et du réaménagement du dernier atelier de la Villa Albertine, enfin, dernier étage qu'on voit là sur les images. Pour nous, ça, c'est des opérations de faire valoir, si vous voulez. C'est des façons de dire à un certain nombre de gens des vitrines. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on fait dans nos ambassades et ce qu'on veut refaire dans nos ambassades. Il faut que ça soit de nouveau des faire valoir des savoir-faire français. Et voilà. Mais donc, c'est toute une stratégie. Et je pense que voilà, on doit tous s'y mettre pour favoriser cela parce qu'il y a véritablement, je pense, de véritables enjeux et une véritable possibilité de prendre pied dans ces marchés. Mmh. Je voudrais rajouter, donc effectivement, l'idée de faire valoir, c'est exactement le projet aussi à la Villa Médicis. Quand je parlais des chambres, c'est l'idée que tous ces gens après puissent venir loger dans les chambres de la Villa Médicis et voir l'artisanat d'art français. Et pour revenir sur le voir et le vivre aussi, puisqu'il réside effectivement, passe la nuit. Exactement. Et pour revenir sur ce que dit Hervé, la Villa Albertine, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'artisan va aller soit 1 mois, 2 mois, soit lors de cette semaine d'immersion, prendre conscience du potentiel du marché. Donc, c'est vraiment une première étape. Donc là, en ce moment, pour la Villa Albertine, il y a l'appel à candidature pour les résidences de 1 à 2 mois. Et il y a l'appel à candidature pour ces résidences d'1 semaine d'immersion pour des jeunes. Et donc, comme l'a dit Hervé, les jeunes seront accueillis 1 semaine au mois de mai avec l'aide de Isabelle Duberne et The Invisible Collection, mais aussi, et ça c'est la nouveauté de cette année, 1 semaine pour découvrir le marché à Los Angeles. Voilà, donc chaque année aussi on rajoute des nouvelles initiatives
parce qu'on voit bien l'importance pour les métiers d'art français du marché américain. Il faut savoir que les artisans, les Américains n'ont pas ces artisans, et donc ils en rêvent. Ils en raffolent, les Américains, disons-le, hein, tout de go, raffolent des artisans d'art français. Exactement. Alors, donc vous l'avez signalé, chemin faisant, de nouvelles initiatives, de nouveaux partenaires vont enrichir votre démarche, vont la fortifier parce que à plusieurs on est plus fort, tout simplement. Alors, Steven Leprisé, moi je dirais que vous êtes finalement un cas d'école qui illustre parfaitement tout ce qu'on vient de dire. Donc, je le rappelle, lauréat 2017 du prix pour l'intelligence de la main, talent d'exception, qui vous a permis, d'ailleurs, la dotation vous a permis d'acquérir un nouvel atelier, donc d'étendre la production. Aujourd'hui, vous êtes à 11 personnes, me semble-t-il, 12 personnes. 12 personnes, oui. Voilà. Avec donc en 2009 la création d'Arca Ébénisterie, atelier de recherche et de création ameublement, jusqu'à aujourd'hui la création de votre propre ligne de mobilier STL. Est-ce que vous voulez nous rappeler les points forts de ce parcours, avec notamment, peut-être en se concentrant donc depuis 2017, les collaborations qui ont finalement sans doute émergé de cette distinction, puis votre résidence à la Villa Albertine et à la Villa Kujoyama. Bonjour à tous. Alors oui, je suis ébéniste, je suis également enseignant à l'école Boulle. Je reviens d'ailleurs de Marrakech où j'étais avec une dizaine d'élèves pour un workshop. Et donc, il y a deux parties dans l'atelier. Il y a la partie atelier qui va travailler avec les architectes d'intérieur, avec des galeries pour d'autres créateurs. Et également la partie innovation, c'est un peu ce qui nous a fait connaître d'ailleurs, c'est les innovations qu'on a développées dans le bois. On est 4 designers dans l'équipe et 8 personnes à l'atelier. On voit un petit peu l'atelier ici. Je sais, ça ne passe pas. Slide suivant. Oui, je vais poursuivre. Voilà, donc ça, c'est les innovations qu'on a développées autour du bois. Donc, celle qui nous a fait connaître et avec laquelle on a gagné le prix Bettencourt, c'est ce bois flexible que vous voyez sur votre gauche, donc, qui est une marqueterie collée sur caoutchouc. Au milieu, c'est un bois larmé qu'on a développé, qui est actuellement utilisé sur des sacs à main Hermès, le premier sac à main en bois de la maison. Et puis à droite, c'est du bois flexible également, mais par thermoformage. Et avec ces matériaux-là, on a pu gagner des concours et rayonner à l'international. Donc en participant à la Villa Albertine, c'était un peu la première fois que je quittais l'atelier comme ça aussi longtemps. Et le plus compliqué, ça a été de gérer la famille, de gérer l'atelier, de gérer l'école à distance. Et c'est vrai qu'il y a ce mythe de l'artisanat d'art très prisé aux États-Unis qui était un peu fantasmé. Et je me suis vraiment rendu compte en allant là-bas qu'ils savaient exactement ce qu'est être un artisan d'art français. Il n'y a pas ce patrimoine là-bas en fait. Donc voilà, j'ai quelques exemples de chantiers que j'ai pu faire à l'international qui vont se dérouler. Voilà, le tout premier chantier, c'était à Amsterdam avec des habillages d'ascenseurs pour le Sofitel, avec du métal, du bois perforé et entièrement fait sur mesure. Un autre chantier qu'on a designé et posé pour AW2 aux Caraïbes dans un hôtel de luxe avec ce bois thermoformable qui forme un long ruban de 60 mètres de long. Donc on s'occupe du design, de la production, du transport, du dédouanement s'il faut et de l'installation. Parfois les projets sont installés par d'autres, mais c'est extrêmement rare. Là c'est un énorme meuble qui pèse 1 tonne qu'on est allé installer dans le Nebraska, qui est pour 21st Gallery avec l'artiste Jean-Marie Fiori. Donc voilà, c'est un exemple qui montre que je ne produis pas que mon design, on produit aussi pour d'autres, on adore collaborer et ça permet aussi de financer les développements. Donc je suis allé avec un de mes élèves de l'école Boulle installer ce meuble dans un endroit complètement fou au milieu de la campagne américaine. Un autre exemple où là on a fait le design et c'est le premier objet qui a été fait en impression 3D béton pour un élément de mobilier ou d'agencement où on avait voilà, carte blanche pour créer cet escalier dans une villa à Bruxelles. Quelqu'un qui nous a rencontrés par le podcast The Craft Project de Raphaël Lebeau, tout simplement. Donc c'était un projet assez atypique
Et vous voyez qu'il y a plusieurs échelles de projets. Ça, c'est un des plus gros projets qu'on a mis en œuvre pour un hôtel de luxe en Suisse. On a d'ailleurs dû créer une entité suisse spécialement pour faire ce chantier. Là, on a 350 mètres carrés de plafond au-dessus d'une piscine, avec toutes les problématiques d'acide, d'humidité, de sprinkler, de passage d'air. Là, il y a 13 000 tasseaux suspendus au plafond. Et dans le même hôtel, on a créé une sorte de canopée de bois. Il y a également 350 mètres carrés de plafond sculpté ici, mis en œuvre donc à Crans-Montana avec AW2. Donc ça, on voit un peu la différence d'échelle des projets. Ici, c'est une table qu'on a co-designée pour Oman. Donc c'est vrai que les pays du Golfe sont un endroit assez intéressant où il faut persévérer. D'ailleurs, un peu sur tous les territoires, il faut persévérer. En Europe, c'est un peu plus accessible finalement pour nous parce que nos ateliers sont très proches. Là, on a dû aller installer là-bas sans savoir comment était la nature du sol ou comment on allait pouvoir accéder au lieu. C'est très difficile parfois d'avoir les informations. Il y a la barrière de la langue. Eux ne maîtrisent pas forcément bien l'anglais non plus. Là, la seule directive qu'on avait, c'était de créer une table portion de cercle, qui est une table pour un chef étoilé finalement qui fait la cuisine au milieu et qui sert les convives de manière rayonnante. Et donc là, on a fait la production et la pause également. Et puis voilà, la première villa à laquelle j'ai pu participer. Le but les objectifs étaient multiples. J'ai eu la chance d'animer un workshop et une conférence à RISD, une grande école de design américaine. Le but, c'était de prendre du recul sur ma carrière après plus de 12 ans de développement, de quitter tout mon environnement, l'atelier, la famille, l'école, pour me recentrer sur mes créations, me sourcer aussi, m'inspirer des lieux. Donc j'ai développé une collection autour de mes bois flexibles et puis très inspiré par les buildings, par l'aspect minéral. On a développé de l'impression 3D à nouveau. Cette fois-ci, c'était avec du cuir recyclé. Et durant cette villa, j'ai été coaché par Odile Hainaut et Claire, qui sont les fondatrices d'un salon et d'une galerie qui s'appelle Wanted Design. Et la première chose qu'elles ont faite, ce voyage déjà a été préparé 1 an à l'avance pour pouvoir établir les objectifs comme rencontrer certains architectes d'intérieur, certains galeristes. D'ailleurs, durant cette ville-là, j'ai rencontré une Visible Collection fondée par des Françaises, mais que je n'arrivais pas à voir en France, mais que j'ai pu rencontrer à New York. Donc parfois, le fait d'être à distance ouvre des portes finalement. Et j'ai décidé là-bas d'assumer le côté artiste de mon travail. C'est Odile et Claire m'ont vraiment, 1 an avant même, et à mon arrivée, m'ont dit: Steven, tu veux faire du collectible design, tu n'y arriveras pas sous le nom Arca. Et tu as beau revendiquer cet esprit d'équipe et ce collectif, si les pièces ne portent pas ton nom, tu ne pourras pas vendre. Et donc, d'où la création de STL. Et nos collections sont développées sous cet aspect-là. J'ai aussi pu aller au Corning Glass Museum pour souffler du verre, par exemple, chose que je n'avais jamais fait, et me confronter à d'autres matières et d'autres savoir-faire. Donc c'était vraiment une super expérience qui a vraiment changé ma vie et l'orientation de l'atelier. Je vais vous montrer juste après ce que c'est devenu cette expérience aux USA. J'ai aussi eu la chance de faire la villa Kujoyama. Et comme le rappelaient mes camarades, il y a un peu moins de potentiel financier peut-être là-bas, mais c'est certainement la seule nation qui peut rivaliser avec nous, même nous surpasser en termes de patrimoine. Le patrimoine, c'est quelque chose qui est très important pour moi. D'ailleurs, j'ai grandi dans un restaurant qui s'appelait Le Patrimoine, pour faire une petite parenthèse, qui était un musée également. Et donc, au Japon, vraiment, se prend ça en pleine face, cet aspect patrimonial, ce respect de l'artisanat d'art, ce respect de la nature, où tout est lié, tout est cohérent. Alors, j'ai dû rentrer pour des raisons de santé, mais j'ai très envie d'y retourner parce que j'ai une touche avec un galeriste là-bas. Et puis, c'est fascinant comme endroit, c'est très inspirant. J'ai pu là-bas travailler 1 semaine dans un atelier bois avec un sensei. Et c'était vraiment super. J'y allais pour justement, là, cette fois-ci, me rapprocher de l'aspect manuel autour de mon travail parce que on travaille beaucoup avec des machines-outils, des machines numériques. Et j'étais dans un atelier où on travaillait que à la main. Et ça m'a rappelé mes premières années à l'école où on apprend forcément les gestes manuellement. Mais là-bas, ils travaillent de manière totalement différente. Par exemple, ils utilisent les outils à l'envers. Nous, on rabote en poussant, eux, ils rabotent en tirant. Ici, en tirant. Ils ont des outils absolument incroyables. Donc voilà.
Et alors justement, Steven, pardon de vous interrompre, je vois l'heure filer. Aux États-Unis, vous avez vraiment réfléchi à une stratégie spécifique avec l'aide d'un certain nombre de collaborateurs. Et vous avez créé donc le Studio 33. On en revient toujours à la même chose, à 2, à 3, on est plus fort, avec Emmanuel Barrois qui travaille le verre et Steven Richard le métal. Effectivement, quand j'ai été à la Villa Albertine, j'ai rencontré Paris Excellence New York. Depuis Paris, je rêvais de pouvoir participer à ce groupement d'artisans. J'ai rencontré Paris Excellence et je me suis rendu compte en les rencontrant qu'il y avait déjà 2 ateliers bois qui se fédéraient dans ce groupement d'artisans d'art. Et en fait, je pouvais pas, je me voyais pas les rejoindre en étant un 3e atelier bois. Comment faire la part des choses? Et au même moment, durant cette ville-là, j'ai 2 amis qui sont venus pour faire du développement à l'international avec une VIE. Et voilà, c'est des amis de longue date qui ont un peu les mêmes aspirations que moi, le côté innovant, le côté maître d'art autour du verre et du métal. Et ils me proposent à ce moment-là, vraiment le lendemain d'avoir rencontré Par Excellence, de les rejoindre pour unir nos forces et finalement mutualiser les dépenses. Alors la VIE a été transformée en directrice commerciale USA, Capucine. Ça, c'est le salon Wanted Design qu'on a pu faire avec Odile Leclerc. Et là, on me voit au dernier Wanted Design avec Capucine. Mes confrères ont décidé de ne pas faire Wanted Design cette année-là, mais en mai prochain, on a décidé de tous les 3 participer. Et donc, les frais de transport sont mutualisés. Cette directrice commerciale, on mutualise son salaire. On a dû créer une société USA pour faire en sorte de salarier Capucine aux USA pour qu'elle ait un visa USA. Donc, on n'a pas eu d'autre choix que de monter l'entreprise là-bas. Mais ça, c'est formidable parce que justement, vous avez mis en application toute la réflexion qui vous a permis désormais d'avoir quand même une accroche assez sérieuse. Et je crois d'ailleurs que dans quelques jours, vous partez pour San Francisco. Ouais, samedi, ouais. Donc ça, c'est absolument formidable. Alors, je vois le temps qui file. Il nous reste quelques instants pour un question-réponse. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour, merci pour cette conférence. Moi, j'avais juste une question, parce qu'on sait que le digital est un média complètement incontournable aujourd'hui. Est-ce que, pour faire rayonner le savoir-faire français à l'international, il y a des projets autour de plateformes digitales, autour de ce thème-là? Merci. Hervé, Edwige, on peut dire que ces plateformes existent déjà d'une certaine façon. Invisible Collection, c'est une galerie qui a commencé de manière dématérialisée finalement, et ils ont eu des galeries physiques après avoir développé leur business de manière numérique. Oui, c'est ce qu'on appelle un marketplace, enfin ce qu'ils ont appelé une sorte de marketplace, et qui est un succès absolument considérable. C'est un exemple vraiment d'un énorme succès. Et en fait, ils invitent différents designers, créateurs, effectivement. Ils créent une collection virtuelle, je dirais, en réunissant ces pièces et en les présentant de façon virtuelle. Et puis parfois, ils font des événements, comme en ce moment chez Féo Boiserie à Paris, où ils présentent quelques pièces de cette collection virtuelle qu'ils proposent. Effectivement, pour compléter, le digital est indispensable. Nous, à la Fondation Mettencourt, nous avons accompagné les lauréats de la Fondation. D'abord, les lauréats ont créé une association et donc ils ont aussi un site internet plateforme avec tous les membres de l'association. Et juste après la crise du Covid, nous avons créé une formation sur mesure pour former nos lauréats à Instagram, LinkedIn, Shopify, tous les outils qui pouvaient leur permettre de développer leur rayonnement à l'international ou en France d'ailleurs avec les nouvelles technologies. Après, on touche une telle gamme de clients que rester numérique et digital, pour moi, je pense que ce n'est pas la meilleure solution. C'est pour ça que tous les 2 mois, je pars aux États-Unis avec des échantillons, rencontrer des architectes d'intérieur, discuter avec eux, débattre de projets vraiment directement. Parfois, il y a vraiment beaucoup de projets là-bas. Donc voilà.
on est dans un domaine des cultures matérielles, si j'ose dire. Et ce qui fascine, notamment nos amis américains, je pense, c'est de voir les choses, de voir les échantillons, de voir le savoir-faire qu'ils voient derrière. Donc le numérique, c'est un médium, un outil de communication, mais rien ne remplacera la présence sur place. Et ce que fait Steven, qui est un exemple quand même parfait de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on essaie de faire ensemble, en fait. C'est un super lauréat. Et il y a une chose aussi, c'est qu'en mettant en œuvre tout ça aux USA, ça d'ailleurs, c'est énormément de travail, énormément d'énergie, énormément d'argent. C'est au moins 50 000 € par an d'investissement. Je me suis rendu compte qu'en France, je ne faisais pas bien les choses. C'est-à-dire que ça m'a servi. On vient de prendre une commerciale Europe parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait, notre système marchait là-bas et qu'on ne faisait pas tout correctement côté France. Et ça nous a permis de mieux se structurer et d'évoluer aussi ici, quoi. Oui, c'était un galop d'essai, d'une certaine façon, bien que vous aviez auparavant un certain nombre d'années d'expérience, qui est conforté également par votre présence à l'international dans certains salons. Donc vous avez cité Wanted Design à New York, Révélation China et d'autres que vous envisagez dans le futur, pour justement, comme disait Hervé Lemoine, rencontrer une clientèle future. Là, en l'occurrence, c'est via les architectes d'intérieur, parce que la clientèle, les clients, vous ne les rencontrez pas en direct. Ça fonctionne toujours, ça transite par les architectes d'intérieur. Oui, c'est ça, parler des architectes d'intérieur, les galeries, les salons. J'aimerais faire Collectible en Belgique aussi, pour justement développer la marque STL. Voilà. Révélation, c'est vrai que Révélation de China, c'est la première fois que Révélation s'est exportée, si j'ose dire, et on y était tous au mois de septembre, ça a été un grand succès, hein, c'est vraiment formidable. Et d'ailleurs, Steven, on s'était connus sur Révélation il y a quelques années de ça, et quand je vois le chemin parcouru maintenant, moi je me dis que tout ce que l'on fait voilà, se trouve récompensé, je dirais, quand on voit maintenant votre atelier, ce que vous faites, c'est absolument formidable. Merci. J'ai une petite question pour Steven. Je reviens juste sur le point sur la signature. Ça m'intrigue un petit peu. Pourquoi est-ce que ça peut fonctionner plus sous la signature STL plutôt que... Parce que les gens, quand ils vous achètent une pièce à 50 000 €, ils ont besoin d'avoir du storytelling sur la personne qui a créé ça. Ils ont besoin de savoir... En fait, ils achètent une partie de votre âme. Vous avez mis vos tripes dans ces créations. Ils ont besoin de savoir comment l'idée est venue, qui a créé ça, quelle personne a pu sortir cette pièce-là. Et moi, j'ai deux types de collections. J'en ai une très high-tech avec nos produits innovants. Et j'en ai une autre plus brute qui est inspirée de mon enfance où j'ai grandi dans une scierie avec des pièces très, très proches du tronc d'arbre. Et je vends plus ces pièces-là que mes innovations parce que j'ai plus d'histoires à raconter au travers de ces pièces-là que les produits high-tech. L'autre chose aussi, c'est que Arca, on ne sait pas si c'est... pas une fondation, mais ça ressemble un peu à un nom d'école ou de laboratoire, et on ne sait pas trop ce qui se passe en fait autour de ça. Moi, j'ai toujours voulu mettre en avant aussi mon équipe, mais c'est quelque chose qui ne marche pas en fait. Mais il faut personnaliser, donc effectivement, incarner la pièce et la personnaliser, c'est essentiel. Je vous remercie. Pour compléter, parce qu'on avait eu cette discussion, je me souviens à New York, et je t'avais incité à faire ça, c'est que en fait, Steven avait son entreprise et au sein de son entreprise, il répondait soit à des commandes de designers, soit il développait ses meubles. Et donc, c'était bien de séparer les deux pour affirmer son identité aussi de créateur. Parfait. Je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt.